vous, et en particulier M. Sidine Afrabad, que je remercie au passage. Je me suis proposé de renverser le sujet et de commencer d'abord par l'État. Et puis, cela nous permettra par la suite d'articuler ce concept assez étrange qu'on appelle à notre époque l'État, avec cette autre chose qui est convenue de manière un peu hâtive d'appeler la tribu. Tribu, terme qu'on aura l'occasion d'examiner, avec donc l'adjectif tribal, comportement tribal, le régime tribal. Bon, ce sont évidemment un certain nombre de présuppositions qui sous-tendent cette expression que nous essayerons de voir ou d'examiner ensemble. C'est imparti, je prends encore une quarantaine de minutes. Alors, donc je vais articuler mon propos, si vous le permettez, sur d'abord l'État et puis sur le concept de la tribu. Et enfin, on prendra l'exemple de la Mauritanie comme laboratoire pratique, si j'ai pu me permettre. Alors, l'État d'abord. Ce dont il s'agit évidemment, ce n'est pas un régime politique quelconque, puisque le terme État, il a, si vous regardez dans les dictionnaires, des multitudes de significations. Il est entendu souvent au sens simplement d'un pays, c'est lorsqu'on dit les États du monde. Il est entendu parfois au sens simplement du gouvernement, c'est ce que conventionnellement dans la tradition francophone on appelle le sens hegelien, c'est un allemand, mais ce sens-là est généralement plus perceptible dans le monde francophone, tout en l'attribuant à Hegel. Et le gouvernement, donc l'État, quand il intervient, c'est un des sens qu'on trouve d'ailleurs en Mauritanie très couramment. Il ne va pas s'affronter à l'État, il va avoir affaire à l'État, il va être contre l'État. Donc l'État au sens du gouvernement en place. Et puis il y a le sens, disons, technique des sciences politiques qui conviennent d'appeler l'État un territoire, un gouvernement et des frontières. Pardon, un territoire, c'est-à-dire des frontières, et une population et un gouvernement. L'articulation à trois, elle est évidemment difficile généralement de voir autrement qu'en tant que concept juridique. On verra pourquoi, puisque naturellement, si vous étendez la forme de l'État à l'ensemble des empires et dynasties anciens, il est excessivement difficile de parler au sens d'une population de frontières telles que nous les entendons aujourd'hui. Quelles étaient les frontières de la dynastie abbasside? Les frontières de la dynastie omeyyade, les frontières de la dynastie des Youbouks chinoises, les frontières des Mongols, les frontières de l'Empire turc. Évidemment, il va falloir choisir arbitrairement une seconde de l'histoire et considérer que les frontières sont les frontières qui correspondent à ce moment précis. Les frontières, évidemment, ne sont pas une donnée ni naturelle ni divine. Et ce sont évidemment les hommes qui se sont partagés la terre et qui, plus ou moins, ont fini par accepter, tant bien que mal, pour des raisons qui tiennent souvent au rapport de force historique. Alors, cette question donc, nous amène à voir que ce qu'on appelle aujourd'hui l'État sous-entend toujours, quelque part, l'idée de l'État-nation. Cette chose tout à fait nouvelle, qui s'est construite pour l'essentiel du XIXe siècle, qu'on appelle l'État-nation. Donc, c'est d'un côté l'État, puis un trait, puis nation. Donc, il y a une espèce de confusion, d'identification entre deux concepts qui sont d'un côté le concept politique et de l'autre côté le concept social. Parlons ainsi même, disant même concept politique et concept social, nous sommes également tributaires de l'État-nation. C'est évidemment la théorisation de l'État-nation, en particulier en Allemagne, qui a conduit à la séparation conceptuelle, dans la pratique c'est beaucoup dire, mais du moins conceptuellement, la séparation entre ce qui est la sphère politique et ce qui est la sphère sociale. Et donc l'État-nation, c'est cette chose qui convertit l'espace social en un espace politique qu'on appelle la nation et qui devient l'équivalent, si vous voulez, du pouvoir politique. Alors dit autrement, pourquoi cette forme a émergé? Alors, comme vous le savez, il est tout à fait, quasiment, pour ne pas dire tout à fait tout court, inconcevable de pouvoir penser à l'État-nation sans penser à la révolution industrielle, puisque précisément l'État-nation est construit, c'est à la fois, comme disent les philosophes, c'est un rapport dialectique, c'est-à-dire qu'il est à la fois le résultat et aussi d'un autre côté la cause de l'industrialisation et de la promotion de l'industrialisation. Le modèle qui a le plus influencé le monde à notre époque, c'est-à-dire depuis le XIXe siècle, et je dirais pourquoi, jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est ici, c'est le modèle français. Alors pourquoi le modèle français a eu une prégnance assez spectaculaire dans le monde?
Cela réside dans plusieurs facteurs. Je vais en énumérer quelques-uns qui concernent les pays ex-colonies françaises. Les ex-colonies françaises ou les États qui sont désormais, donc on peut appeler des États ex-français. La France, comme vous le savez, n'était pas du tout un État identitairement unique. À la Révolution française, en 1794, je reprends une thématique que certainement une bonne partie d'entre vous connaissent très bien, puisqu'elle est extrêmement rabâchée et répétée. C'est en 1794, c'est-à-dire à ce que dans la terminologie de la Révolution on appelle le thermidor, que les révolutionnaires, à un moment où la Révolution est devenue extrêmement sanglante, ça s'appelle le régime de la Convention, le régime de la Terreur, les conventionnels ont décidé, qu'on appelle par ailleurs aussi les Jacobins, ont décidé de traduire la charte des droits de l'homme et du citoyen qui a été émise après les discussions du mois de juillet de 1789, très loin d'ici, au Port-Royal, les discussions interminables sur le concept de citoyenneté, des minorités, des majorités, etc. Cette charte-là, en 1794, on s'est rendu compte que finalement, il y a quelques Parisiens qui en sont au courant, mais que finalement, elle n'a pas été du tout connue et propagée dans le reste de la France. Et pour quelle raison? La France, au sens de l'époque, donc la France métropolitaine, et il y avait déjà quelques possessions en dehors de la France métropolitaine dans les îles des Caraïbes, c'est-à-dire les Antilles, Guyane, Martinique. Et cette décision, elle porte un nom. C'est un député à la Convention qui s'appelle Barrère, qui va être chargé, au nom du Comité des idiomes et des langues, de traduire la charte des droits de l'homme dans les différentes langues de France. Il va avoir quelque chose de très difficile. C'est quoi les langues de France? Alors les langues de France, il y en a ce qui étaient reconnus par l'ancien régime, c'est-à-dire le régime pré-révolutionnaire, le royaume, et il y en a qui n'étaient pas reconnus. Et puis qu'est-ce qu'une langue déjà? Comment on va parler? Qu'est-ce qui serait une langue? Est-ce que lorsque les gens intercomprennent, c'est une langue? Ce n'est plus une langue, puisqu'il y a des différences. Ce n'est pas une donnée naturelle une langue, ça vous le savez. C'est toujours une convention. Alors, il y a évidemment des groupes de langues, mais il y a plus ou moins une intercompréhension et ils appartiennent à la même famille. Les langues d'oc au sud de la France et les langues d'oï au nord de la France. Et puis il y a des langues qui ne sont ni d'oï ni d'oc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas issus du latin. Les langues germaniques à l'est et les langues celtiques à l'ouest. Alors Barrère, il va avoir l'idée suivante. Il va dire non, notre État a besoin d'une langue commune qui sera son fondement identitaire. Sinon, la République ne repose sur rien. Elle va reposer sur une identité. Cette identité, elle doit être culturelle et linguistique. Elle ne peut pas être uniquement axiologique, c'est-à-dire elle ne peut pas reposer uniquement sur des valeurs. Vous savez, les empires anciens revendiquent tous des valeurs, une unité des valeurs. Religieuses, profanes, ce que vous voulez. Non, elle va être cette fois-ci culturelle et linguistique. Elle est déjà de valeur, puisqu'il y a déjà la charte des droits de l'homme et des citoyens. C'est une charte religieuse, rappelez-vous de ça. Pas une charte religieuse, c'est une charte religieuse. Elle commence par la foi, un l'être suprême, etc. Mais évidemment, on va lire. Si vous regardez les Jacobins, ce n'étaient pas du tout des anti-religieux. Au contraire, ils sont dans l'exaltation théophanique extrême. Mais ils pensent qu'il doit y avoir une religion commune aux protestants, aux catholiques et aux juifs de France de cette époque-là. Or, Barrère, il dira non, ça ne suffit pas. Il faut un substrat identitaire. Ça va être la langue. Et puis, il va faire, donc lui, il est chargé de traduire, et non, on va perdre du temps, on va payer beaucoup d'argent, on va traduire dans des langues où finalement les concepts de liberté et de citoyenneté ne se traduisent pas, ne se conçoivent pas. Ces gens-là qui parlent ces langues n'ont même pas l'entendement pour pouvoir intelliger que veut dire liberté, égalité, etc. Donc on va leur créer un mind, on va leur créer un esprit pour qu'ils arrivent à concevoir ce que c'est la liberté et l'égalité. Donc il faut leur apprendre cette langue-là dans laquelle on avait élaboré la charte des droits de l'homme et du citoyen, le François, la langue des Parisiens, des Orléanais, des Rémois, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire des autres langues? On va les effacer. On va les gommer. C'est exactement, ce sont les termes. Donc, pour qu'il y ait une seule identité, on va effacer toute différence culturelle. Et on va créer une identité unique. Et ce sont, vous lisez son texte, toutes ces autres langues dont vous me parlez,
Le breton, c'est une langue anti-révolutionnaire. Le basque, c'est une langue anti-liberté. L'alsacien, c'est une langue anti-fraternité, etc., etc. Chaque langue a son attribut négatif. Et pour finir, ce sont des idiomes et des patois. L'attribut qui restera accolé à toutes les langues qui ne sont pas la langue parisienne qu'on appellera le français. Ce sont des idiomes et des patois grossiers et barbares qui perpétuent l'enfance de la raison. Et tout est dit. Il y a une langue qui est la langue de la raison, celle de Paris. Et puis il y a les autres qui sont contre la raison. Les autres. Pour qu'on arrive à l'âge adulte de la raison, il faut cette langue-là. Donc il faut l'imposer. Et c'est ce qu'il propose. Donc il fait tout un plaidoyer auprès du Parlement qui s'appelait la Convention. C'est pas la peine de perdre du temps à traduire dans d'autres langues. Alors le désastre est le suivant. C'est que plus de 92% des Français ne parlaient pas ce qui s'appellera par la suite le français. Il y en a 8 qui le parlent. Et puis il y a 12, selon les statistiques de l'époque, qui le comprennent. Et puis les autres, ben, c'est les autres. Donc la Révolution française, contrairement au mythe de notre époque, ce n'était pas une révolution française, c'était une révolution parisienne. Il a fallu la transporter. Pourquoi la révolution industrielle est importante sur ce que je viens de dire? Ça coïncide avec l'apparition du journal. Désormais, il y a le journal, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas la radio, etc. Il n'y a même pas le télégramme qui apparaîtra plus d'un siècle plus tard. Donc, ce qui existe à l'époque, c'était le journal qui vient d'apparaître, c'est-à-dire l'accélération de l'imprimerie. Elle existe, l'imprimerie, depuis 4 siècles plus tôt, et la révolution industrielle amorcée en Angleterre 50 ans plus tôt, elle permettra l'accélération de la diffusion. Donc il existe les journaux, ce qu'on appelait à l'époque les gazettes, qu'on diffusait, qu'on arrivait à diffuser. Mais n'imaginez pas un incident qui arrive à Paris et qui est immédiatement transmis à l'ensemble des citoyens du pays. Pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est transmis à la planète. Pas du tout. C'est évidemment, les Marseillais, ils apprennent 3-4 semaines après. Il fallait que les chevaux, les calèches arrivent. Donc c'est-à-dire, il faut prendre quelques semaines avant que le journal n'arrive. Mais si en plus, ils ne lisent pas le français. Donc, c'est ce qu'il propose, c'est qu'il faut absolument que tout le monde lise la même langue. Et c'est ce qui va être imposé. Et il considérera qu'il faut absolument que dans la règle de droit, il soit inscrit qu'il n'y a qu'une seule langue qui s'appelle la langue de la République et s'appelle le français. Et toutes les autres langues ne sont ni la langue de la République, sont des anti-républicains. Et ils ne sont pas le français. Et donc les langues des Français effacées. Il y a une seule langue de France qui s'appelle le français. C'est ça le modèle français. Adossé à la propagation industrielle qui s'accélérera année après année, évidemment, petit à petit, on arrivera à propager techniquement ce qui est publié à Paris. 36 ans après, on se rendra compte avec une autre révolution, la révolution de 1830, que le reste de la France ne comprend pas encore le français. Ça a été une révolution qu'on appelle les Trois Glorieuses. Ça a été une révolution parisienne contre le roi Charles X, comme vous savez. Il s'est réfugié à Saint-Cloud. Évidemment, il fallait, c'est ce qu'il pensait, il s'est réfugié à Saint-Cloud, pensant que, évidemment, les autres, ils sont au courant et qu'il allait les secourir. Mais personne n'était au courant de ce qui s'est passé à Paris. Donc les Parisiens, évidemment, ont eu raison du roi, et finalement, ils ont réussi. Maintenant, vous savez ce que c'est une révolution, un peu partout. Donc ils ont réussi à influencer les militaires, parce que c'est eux qui disposent de l'usage classique, pour ne pas dire légal, de la violence. Ils ont réussi à les diviser. Certains étaient pro-roi, certains étaient pro-révolutionnaires. Et c'est ainsi que la révolution de 1830 a réussi contre le roi Charles X. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'en effet, tout ce qui va venir après, c'est de se rendre compte que finalement, il n'y a pas une langue commune. Et tout le 19e siècle, ça va être imposer une langue commune. Troisième République après la Commune de Paris, c'est-à-dire après 1871, la Troisième République, l'école de Jules Ferry, enfin, si vous êtes en France, on vous rabâche ça tous les jours. L'école de Jules Ferry, c'était de dire, ah ben, si vous parlez d'abord une autre langue que le français, c'est que vous êtes anti-républicain. Donc un breton qui parle breton dans la cour de l'école, c'est 1 mois de prison, etc. etc. C'est par le feu de le sang, évidemment, que la langue a été imposée. Troisième République, c'est l'émergence de ce qu'on appelle la notion de l'État-nation, c'est-à-dire on commence à théoriser le concept de l'État. Renan, Ernest, fait un voyage au Moyen-Orient, au Liban en particulier, apprend l'arabe et l'hébreu, c'était ses spécialités. Revient à Paris,
devient en connivence avec Napoléon III, ce qu'on appelle ici en France la troisième, comment on appelle ça, Napoléon III, le Second Empire. Donc avec le Second Empire, Ernest Renan, plus ou moins en affinité avec l'empereur, c'est-à-dire Napoléon III, il deviendra professeur juste à côté ici, au Collège de France. Il fera un discours très connu qui s'appelle la séance inaugurale d'Ernest Renan, où il dira, bah écoutez, moi j'ai un peu regardé, il y a des gens qui ont raté ce qu'on est en train de réussir. Il y a une phrase célèbre de l'abbé Grégoire de 1794, exactement au moment où Barrère faisait son plaidoyer au Parlement, disant « Toutes les autres nations que j'ai regardées, ils ont échoué à unifier la langue. Ils n'ont pas un substrat. C'était leur échec historique. Les Romains, ils ont plus ou moins romanisé les élites en Europe occidentale, en Afrique du Nord, et là où ils étaient. Mais le peuple est resté à l'écart. Nous, en quoi toutes les anciennes nations ont échoué, il est digne de nous de les réussir. » C'est la phrase de l'abbé Grégoire. Donc Ernest Renan dira, il avait tellement raison, cet abbé Grégoire, que moi qui ai appris d'autres langues, qui sont beaucoup plus anciennes que le français, beaucoup plus propagées dans le monde que le français, on est à la fin du XIXe siècle, finalement, ces langues sont restées extrêmement éparpillées, fragiles et faibles. On a absolument à imposer le concept de la nation, hein, c'est la fameuse conception dite volontaire. Tous ceux qui veulent être français doivent apprendre le français. Ce même Ernest Renan, je vous le rappelle, si vous lisez un petit ouvrage de l'actuel président de la République, le vénérable François Hollande, vous trouvez qu'il y a une page où il dirait en tant qu'homme de gauche, j'adhère à la notion d'Ernest Renan à la nation. Je ne suis pas sûr qu'il ait lu la phrase jusqu'au bout. Alors Ernest Renan, il a dit cela, mais il n'a pas dit que cela. Il a dit les nations sont des états naturels, exactement comme l'être humain. Et donc, il y a des nations qui sont en effet des nations supérieures et des nations inférieures. Ce sont des choses qui sont extrêmement connues après, pour une bonne et simple raison que certains d'entre vous peut-être connaissent son ouvrage très connu dans les pays musulmans sur Averroès, c'est Ibn Rushd. Ça s'appelle Averroès et l'Averroïsme. Dans cet ouvrage, il dit Averroès est intéressant parce qu'il a été traduit en latin, c'est-à-dire chez les Européens. La seule culture qui vaille dans le monde. Les autres cultures, ils ne valent pas. C'est un spécialiste de la culture arabe, je veux dire, en passant. Et de la culture hébraïque. Cet Ernest Renan, il aura un débat très connu avec Jamal Din el-Abrani. Jamal Din el-Abrani, en 1881, comme vous le savez, l'Égypte a été annexée par l'Angleterre, la fameuse complète. Il y avait Abrani qui venait d'Afghanistan en Égypte. Il y avait Mohamed Abd, son élève local, sortant de l'Azhar. Ils vont être extrêmement inquiétés. L'un partira au Liban. Il écrira le fameux livre qui s'appelle Aqidat al-Tawhid. Et puis l'autre, il arrivera à Paris, par le biais de Londres. Et puis finalement, ils se rejoignent ici à Paris, ils créeront le fameux journal que vous connaissez, qui s'appelle Al-Urwa al-Wusqa. Il a été publié entre 1884 et 1885. Cet Ernest Renan va avoir débat avec ce Jamal Din el-Abrani. Un débat qui est relayé dans la presse, qui commence à l'époque à prendre de l'ampleur. Quasiment les grands journaux français sont nés dans la seconde moitié du XIXe siècle. Or, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme débat? Ernest Renan a dit dans la séance inaugurale, le malheur de l'humanité, c'est l'islam. L'islam, c'est-à-dire les musulmans, etc. C'est un discours très célèbre. Il n'y a pas plus obscur, il n'y a pas plus fanatique, il n'y a pas plus, etc. C'est un désastre de l'humanité que l'islam est apparu, etc. J'imagine que certains d'entre vous connaissent cet extrait fameux. Alors, Jamal Din el-Abrani, avec ce qu'on appelle ici la pensée orientale, il aura à débattre avec lui tout en essayant de nuancer le propos. Et Ernest Renan aura cette phrase intéressante à lui dire. Vous êtes un homme intelligent, mais c'est parce que vous n'êtes pas sémite. Les sémites ne peuvent pas être intelligents. L'intelligence dépend de l'appartenance raciale. Et c'est prouvé scientifiquement. C'est très honnête en général qui dit ça. À la fin du XIXe siècle, on pensait qu'il y a des races. Et que les races, c'est prouvé scientifiquement. Un monsieur très honnête qui s'appelle de Gobineau, qui faisait ses expériences ici, rue Claude Bernard, pour prouver ses vues, il a dit il y a une guerre entre races. Elle se déroule aux États-Unis. Vous la connaissez, la guerre de sécession. Il y a beaucoup de noirs et beaucoup de blancs venant d'Europe. Moi, je vais aller pour voir est-ce qu'il y a une différence entre les cerveaux des blancs et les cerveaux des noirs. Et il est parti.
et il a commencé à peser les cerveaux des Noirs et les cerveaux des Blancs. Il pensait qu'il y avait une différence. Et il est revenu, si, il y a une différence. Alors s'il n'y a pas une différence, c'est qu'on a un problème avec les balances, etc. Et donc il était absolument certain qu'il y a une différence entre les races. Et Ernest Renan estime exactement ce Bobino, c'est pas du tout quelqu'un qui pensait qu'il fallait absolument dire ceci ou cela. Pour l'Élysée de Près, il pensait être un honnête homme. Et beaucoup de ce qu'on qualifie maintenant des peurs du racisme en tant qu'idéologie étaient des gens qui s'estimaient être des honnêtes hommes. Mais il pensait que la science, c'est ça qu'elle a prouvé. Et Ernest Renan pensait que la science a prouvé qu'il y a des nations, et qu'il y a des nations qui sont par essence inférieures à d'autres nations culturellement. Et que donc il y a des nations qui sont supérieures. Et qu'il est du devoir des nations supérieures de civiliser les nations inférieures. Et que c'est ça la colonisation. Il faut aller vers les peuples inférieurs pour les civiliser. Cette notion s'appelle le nationalisme dit scientiste. C'est-à-dire qu'on pensait que la science démontrait qu'il y avait des races, il y avait des nations adossées à ces races. Et l'État-nation est né dans cette conception-là. C'est-à-dire qu'il y a des cultures qui sont issues de races, et ces races sont également des substrats identitaires. Et les États doivent être fondés d'abord sur ceci. Appelons ceci l'implicite ethnique de l'État. L'État-nation est fondé sur cette implicite ethnique. Deuxième élément, et on finit avec l'État-nation, la construction des autres nations en Europe. Il y a eu, comme vous le savez, d'autres pays qui se sont dit pourquoi pas avoir la même chose. Nous, les Allemands, c'était encore la Prusse à cette époque-là, nous, les Italiens, nous, etc. Quand j'ai dit nous, les Italiens, c'est ce qu'on dit nous aujourd'hui. Il n'y avait ni Italien, ni Espagnol, ni Allemand à cette époque-là, comme vous le savez. Mais si en France, il y a désormais identification entre une culture qui en plus n'existe pas, elle a été fabriquée par l'État, nous, on a déjà un substrat culturel préexistant. Alors, je vous rappelle, l'histoire du substrat préculturel existant, c'est toujours une histoire idéologique. Parce qu'un Français vous dira, oui, nous, on avait aussi un pré-substrat existant, les langues d'Oï, les langues d'Oc, l'État a juste centralisé tout cela. On peut dire la même chose des Allemands. Mais en tout cas, idéologiquement, un tas d'idéologues en Allemagne, en ce qui s'appellera plus tard l'Allemagne, disaient, si les Français qui n'avaient pas un substrat commun, nous, qui parlons tous des langues assez communes, c'est quasiment la même langue, des langues germaniques, on va créer une seule langue qui sera une langue commune. Le haut-allemand, Deutsch, le haut-allemand. Donc ça, c'est le haut-allemand, hein, c'est comparé avec l'arabe al-fusha, l'arabe littéral. Donc ça va être le haut, celui qui est commun, et on doit appliquer les mêmes rouleaux compresseurs des Français pour effacer, gommer les différences culturelles. Et puis en Italie, on a dit la même chose. C'est ça le projet de l'unification de l'Allemagne et l'unification de l'Italie, qui a tant enthousiasmé des générations et des générations dans le monde entier. Bien, arrive cette chose qui s'appelle les conquêtes coloniales. Et les conquêtes coloniales, qui se sont évidemment étendues, élargies et intensifiées à la fin du XIXe siècle, ont eu évidemment pour Tacite ce que je viens de dire, mais vont se heurter à une chose. Qu'est-ce qu'on fait des colonies? Est-ce qu'ils deviennent membres à part entière des États ou ils doivent rester à l'extérieur? Si on part de l'implicite de ces États, une fois qu'on a élargi l'appartenance culturelle, linguistique, etc., évidemment, les frontières ne dépendent que de cela. On peut élargir la citoyenneté. Le substrat de la citoyenneté, c'est l'appartenance culturelle. C'est là que ressurgit le concept tacite de l'ethnicité qui n'est jamais écrit, que vous trouvez un peu partout. Il est allemand de souche ou pas, il est français de souche ou pas, etc. L'implicite ethnique. Donc la citoyenneté n'est pas tout à fait et complètement, fondamentalement contractuelle. Or, cette contradiction, je l'ai dit pourquoi? Parce que les textes affirmés ne parlent jamais d'une appartenance ethnique. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y a deux catégories de gens. Il y a les hommes en général, et puis il y a les citoyens, c'est qui ont un contrat entre eux. Il y a un contrat de citoyenneté. Et désormais, on s'en rend bien compte que cette fiction de contrat, donc la conception de Rousseau, reprise des milliers de fois par exemple Benjamin Constant, par exemple par Tocqueville, aux États-Unis aujourd'hui par Rawls, cette conception contractuelle, on s'est rendu très vite compte qu'elle est assez fictionnelle, puisque précisément, il y a quand même des blancs et les autres, il y a quand même des catholiques et les autres, il y a quand même des protestants et les autres, etc. Et à la fin du XIXe siècle, un auteur très connu, Bobino, dira
l'histoire. Oui, je suis désolé, nos colonies ont raté l'histoire. Donc ils n'ont pas réussi à être des nations. Et ils donnent la liste de ceux qui ont raté l'histoire. C'est l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, enfin une bonne partie du monde. Ça, ce sont les ratages historiques. Donc nous, on les gère comme on peut, mais évidemment, on gère, si vous voulez, en quelque sorte de créature, comment dire, dégénérée de l'histoire. Et donc cette gestion de cette, comment on peut appeler ça, de cet ersatz d'État, fait que finalement, ils ne peuvent jamais être tout à fait l'extension, c'est tous les débats sur la citoyenneté, sur l'accès à la citoyenneté, par exemple, en Algérie et par la suite dans toutes les colonies. Ça a été les débats à la fin des années 40 avec ce qu'on a appelé l'Union française. Ça a été les débats après 1958 avec ce qu'on a appelé la loi cadre. Qu'est-ce qu'on fait des colonies? Ils vont devenir des citoyens ou pas? Un petit ouvrage de Chirac qui s'appelle Idées, qu'il avait publié. Les ouvrages des politiques ne sont jamais des politiques qui les ont écrits. Donc comprenez ça comme étant des gens qui sont à côté, qui sont autour. Donc Idées dans lesquelles il dit ou ils disent, à l'époque le parti actuel de l'UMP s'appelait à l'époque les RPR, il disait dans cet ouvrage, Charles de Gaulle, il a eu raison en Algérie. C'est vrai qu'on a perdu l'Algérie, mais on a gagné notre substrat identitaire. Si l'Algérie, on lui a accordé ce qu'on voulait dans l'Union française, c'est-à-dire on lui a accordé la citoyenneté, imaginez que l'identité française aurait été compromise. Donc l'identité, ce n'est pas tout à fait la citoyenneté. L'État-nation, c'est cette identification entre les deux. Reprise par l'Allemagne, reprise par l'Italie, reprise par l'Espagne, avec un certain nombre de ratages en Europe occidentale. L'histoire, évidemment, d'une partie de l'Espagne que vous savez, Catalogne. On n'a jamais réussi complètement à imposer Castillon et Castellano en Catalogne. On enseigne maintenant une autre langue. Le ratage, c'est la Belgique. Le ratage, c'est la Suisse. Où finalement, c'est une cohabitation en Belgique entre deux nations et c'est une cohabitation entre quatre en Suisse. L'avantage, c'est que ce sont encore pour l'instant des pays riches. La cohabitation marche un peu mieux quand les gens sont riches. C'est pas sûr, comme postulat. Ceci étant, c'est ce modèle qui va se propager dans le reste du monde avec la propagation coloniale. Alors, émergence des élites dans les colonies. C'est mon deuxième axe. Les élites qui ont émergé dans les colonies, ce sont des élites généralement en contradiction, au revers ou à rebours de leur culture originelle ou originale. De quelle manière? De la manière suivante. Jusqu'au début du XXe siècle, vous savez qu'un peu partout, il y avait une continuité des cultures savantes antérieures à la présence européenne. Et puis au fur et à mesure de la création des écoles, et là on peut donner l'exemple que vous connaissez, en 1913, création des écoles des chefs en Mauritanie. Donc le fait qu'on va quand même apprendre assez barbare notre langue, mais il ne faut pas quand même la propager trop non plus parce qu'il risque de revendiquer avec cette même langue. Donc c'est créer des écoles d'élite. Donc l'exemple typique, c'est l'école des chefs en Mauritanie. Et ces gens qui ont émergé avec cette école coloniale, en général, on voulait qu'ils deviennent des intermédiaires. Alors pour que vous compreniez la médiation, elle est très significative historiquement. De quelle manière? De la manière suivante. Lorsque Napoléon Bonaparte est arrivé en Égypte en 1797, il n'était pas encore le Napoléon Bonaparte, l'empereur que vous connaissez, il était chef d'une expédition. Il avait préparé un discours. On est 1797, c'est-à-dire on est encore dans la Révolution. Je vous rappelle que c'est Napoléon Bonaparte qui mettra un terme à la Révolution par le coup d'État de 18 Brumaire en 1799, 2 ans après. Lequel Napoléon Bonaparte, il est accompagné par beaucoup de jeunes Français imprégnés par l'idée de la Révolution, liberté, fraternité. Ils sont tous sortants d'ici d'à côté de l'école polytechnique, la rue Mont, elle n'est plus là, Massy Palaiso. Mais évidemment, tous les gens qui l'ont accompagné à cette expédition, leur nom reste encore là. Hein. C'est Berthollet, c'est Monge, etc. Si vous allez dans ces rues-là, vous avez les noms de la plupart des gens qui ont accompagné Bonaparte en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte? C'est que c'est des gens qui sortent de l'école polytechnique qui a été construite au zénith de la Révolution, c'est-à-dire en 1794. Et lui, il arrive, donc il a un problème. Il veut parler aux Égyptiens d'un côté et il veut parler aux Français d'un autre côté, les Parisiens. Donc il écrit un discours en français où il dit « Nous sommes venus vous apporter la liberté, l'égalité et la fraternité ». Et ça, il ne veut pas le dire aux Égyptiens tout de même. Alors, il avait trouvé un traducteur qui l'a pris en aparté. Il a pris tous les arabisants qui sont formés ici au Languedoc
en leur disant, surtout ne dites rien sur ce que je vais dire en arabe. Parce que pas du tout que les jeunes qui m'accompagnent, très excités de 22-23 ans, qu'ils apprennent que je suis en train de dire autre chose. Donc il a dit à son traducteur, maintenant les deux discours on les a, ils sont publiés depuis à peu près 13 ans, 15 ans maintenant, il a dit à son traducteur, je veux que vous écriviez tout autre chose. Moi je vais dire un discours, mais le discours que vous allez traduire, il n'a rien à voir. C'est dit aux Égyptiens, nous les musulmans français, nous sommes venus vous parler, vous musulmans d'Égypte, contre ces impies, même nous qui gouvernent. On va vous aider à vous en débarrasser d'eux. Et ce discours que vous avez, il y a un Égyptien qui était contemporain, qui ne parlait pas français comme tous les Égyptiens de l'époque, mais qui avait un peu présumé. Il avait l'intuition que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on disait en français et en arabe. Il a écrit, c'est Djabarti, et c'est sur la base de son intuition, si vous voulez, que beaucoup de chercheurs ont fini par attendre que la documentation française finisse par sortir le discours, etc. Et pourquoi j'ai dit cela? Cette tradition s'est largement perpétuée. De quelle manière? Elle s'est perpétuée quand bien même des langues, telles que le français ou l'anglais, se sont propagées dans les colonies. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui est adressé aux métropoles, il y a un discours qui est adressé localement. Et les élites ont été formées d'abord en tant qu'interprètes. C'est-à-dire des gens qui traduisent les discours des Européens, qui le traduisent à ce qu'on a appelé les indigènes, les locaux. Et cette dichotomie colon-indigène est tout à fait structurante, créatrice de sens dans toutes les colonies. De quelle manière? De la manière suivante. On a créé des gens. Paix à sa mémoire, Habib al-Mahmoud disait, on a appris le français, on a appris 12 verbes de premier groupe à des gens pour traduire l'ensemble des concepts modernes à leurs concitoyens. Et donc, débrouillez-vous bien. Mais en réalité, si vous regardez bien, on leur demandait de ne pas traduire du tout, c'est pas ce qu'on souhaite. L'interprète, le malaz, en langage local à Mauritanie, il a une mission très précise. C'est pas de traduire, c'est de ne pas traduire. Le malaz qui traduit est très mauvais, il n'a pas compris le jeu. Le malaz ne doit pas traduire. De quelle manière? Il doit entendre citoyenneté, fraternité, égalité, liberté. Il doit reproduire ces mêmes discours à l'égard de ceux qui viennent d'ailleurs. Mais quand il s'adresse localement, il doit parler dans le langage que les sociologues ou les anthropologues appellent agnatique, c'est-à-dire il doit parler, il vous dit que votre cousin, le cousin de votre cousin, la maman de votre cousine, etc. Celui qui appartient à votre tribu, et ainsi de suite. Si vous voulez avoir ça de façon caricaturale et attractive, il faut voir évidemment ce qu'en a écrit, par exemple, quelqu'un comme Amadou Ampata Ba au Mali, qui a consacré plusieurs écrits sur cette manière où finalement il faut absolument toujours créer la médiation-séparation. Et fondamentalement, c'est ça les États postcoloniaux, si vous y réfléchissez bien. Les élites qui ont émergé, ce sont des élites qui ont internalisé, intégré dans leur conscient ou inconscient selon, cette mission qui est la mission, si vous voulez, d'articuler, séparer et être un paravent. Ce sont des élites fondamentalement qui ont réussi à remplacer les élites anciennes et donc à procéder à cette discontinuité qu'un certain nombre d'auteurs appellent la dislocation du temps. Il y a désormais deux temps qui cohabitent. Le temps qui est le rapport au temps du colonisateur, au temps de l'empire, au temps de la métropole, et puis il y a la culture ancienne qui se poursuit ailleurs en parallèle. C'est ce que d'autres appellent la contradiction entre l'État et la nation dans tous les pays ex-coloniaux. Cette tension permanente que vous allez voir après les années 60, après la décolonisation, ou la dite décolonisation. Or, ces élites, ce sont elles qui vont être l'héritière du pouvoir colonial après la décolonisation. Même dans les pays où il y a un combat anticolonial, c'est-à-dire même en Algérie, même en Inde, où il y a eu un réel combat anticolonial, ce sont les élites héritières de cette éducation coloniale qui vont être héritières de l'État postcolonial. Et qui vont se rendre compte, après la décolonisation, qu'il y a probablement plus d'éléments axiologiques qui les lient à l'ancienne métropole qu'à la population locale. Cette dichotomie, si vous voulez, c'est ce qui nous permet maintenant d'examiner cette notion un peu compliquée que vous avez appelée la tribu. Alors, si vous voulez, la tribu, c'est la traduction française, par exemple, du mot arabe al-qabila, et dans un tas d'autres mots. En réalité, si vous regardez le commun de tout ce qu'on traduit en français ou en anglais par tribu, vous vous rendrez compte toujours que c'est le concept de la famille élargie qu'on traduit ainsi. C'est tout simplement la famille élargie qu'on traduit par tribu.
Le mot tribu recouvre des réalités très différentes entre l'Inde et l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Mais toutes ces réalités-là, ils ont toujours en commun, c'est qu'au fondamentalement, il s'agit de la famille élargie. Pourquoi les familles élargies en Europe ne s'appellent pas tribus? Ce qu'on appelle les grandes familles en Europe, ça c'est toujours des familles élargies. Mais ça ne porte pas le nom de... Regardez à Paris, regardez n'importe quel annuaire, vous avez des familles qui évidemment existent depuis à peu près 4, 5, 6 siècles. Ce n'est pas 2 ou 3 individus. Mais une famille de 5000 personnes, de 6000 personnes. Monsieur vétéran de Paris, il croise monsieur vétéran de Marseille, il dit: ah, vous êtes monsieur vétéran. Vous n'êtes pas par hasard, etc. Oui, oui, tout à fait. Et le cousin, c'est lui, tout à fait. Ah, oui, c'est la même famille, etc. Vous avez dans beaucoup de corps de métier ici, ça marche tout à fait ici. Et ça ne s'appelle pas tribu. Donc c'est le présupposé anthropologique qui distingue le concept des tribus du concept de la famille élargie. On est encore dans cette dichotomie, si vous voulez, qu'on peut appeler l'implicite ethnique coloniale. Sinon, la tribu n'est pas un concept particulier des pays du Sud. Je prends ici un auteur que vous connaissez tous qui s'appelle Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, dans la Muqaddima, ce qu'on appelle en français les prologues même, il a étudié l'émergence de l'État. Et il a une remarque extrêmement importante à étudier. Cette remarque qui dit: la famille d'Ibn Khaldoun est une famille qui a débarqué à Tunis en 1730, quelque chose comme 1330 à peu près, dans l'ère commune, de l'Espagne musulmane, de l'Andalousie. Et quand elle a débarqué en Tunisie, évidemment, ils ont continué à se revendiquer de l'Espagne comme beaucoup de familles qui, à cette époque-là, ont émigré en Afrique du Nord. Jusqu'à une époque très tardive, y compris au Maroc et en Algérie, ce qu'on appelle les familles andalouses. Même dans la mythologie populaire en Mauritanie, il y a la mythologie qui raconte beaucoup de chanteurs sur les familles migrantes à Walata ou à Iboulaten de l'Andalousie. Si vous écoutez l'Ahmed Zaidan, vous écoutez, fait à sa mémoire, Oulbon Boujoudou, vous avez ce grand récit de la femme qui est partie de l'Andalousie et qui a créé, dont elle est partie avec ses 7 enfants, et elle a dit: je ne débarque nulle part si les gens me posent la question sur le nombre de mes enfants, etc. Vous avez ces récits mythologiques sur finalement les débarquements, là, en passant par la Sable, etc. Vous imaginez bien que le cheminement est un peu long. Or, vous avez évidemment cette idée de la revendication de l'originalité de l'Espagne. Et donc Ibn Khaldoun se revendique toujours comme espagnol c'est-à-dire andalou, et il est parti en Espagne. Sous le récit, il en fait tout un roman dans le texte qui s'appelle Ta'rif ibn Khaldoun wa Rihlatihi Sharqan wa Gharban. C'est la dernière partie de son tarikh. Vous savez, le Muqaddima, c'est l'introduction à son livre. Son livre, c'est le tarikh al-Ibar, Diwan al-Mubtada wal Khabar fi Tarikh al-Arabi wal-Ajami wal-Barbar, etc. wa al-Asra min al-Sultan al-Akbar. Et à la fin, il écrit sa propre autobiographie. Donc c'est Ta'rif ibn Khaldoun wa Rihlatihi Sharqan wa Gharban. Donc il raconte sa propre, c'est une des premières biographies dans le monde, autobiographie. Alors Ibn Khaldoun raconte entre autres que quand il a été, il est dit même dans le Muqaddima, quand il a été en Andalousie, il a vu ce fameux livre qui s'appelle Siraj el-Moulouk, la couronne des rois. Et ce Siraj el-Moulouk parle de quoi? Ce Siraj el-Moulouk explique l'état des États et il en donne une conception contractuelle, comme le fera beaucoup plus tard Rousseau, comme le fera Rawls, comme le fera Benjamin Constant, comme le fera tout, etc. Donc, une conception qui dit, donc c'est la fameuse fiction, si vous lisez le contrat social. C'est comme si par hasard, évidemment, il n'est pas assez naïf, Rousseau, pour penser ça, mais il dit les gens fonctionnent comme si c'était un jour, on est tombé par hasard, on dit bonjour, bonjour, ah bon, on va vivre ensemble, vous ne me tuez pas, je ne vous tue pas, vous ne me mentez pas, je ne vous mens pas, etc. Et donc, on a créé des valeurs conventionnelles entre nous pour pouvoir cohabiter ensemble, et c'est ça le contrat social. J'ai caricature légèrement. Et évidemment, Ibn Khaldoun dit, oui, ça c'est bien, mais remarquez bien ce chapitre de sa Muqaddima, un chapitre absolument gigantesque, qui a été repris par Al-Maqrizi après lui, qui a été repris par Suleki après lui. Ils ont tous eu l'intuition que là, il y a quelque chose d'intéressant. Ce chapitre s'appelle Faslun fi anna al-ulama ba'd an-nas 'an as-siyasa. Chapitre sur le fait que les intellectuels et les savants sont parmi les individus, parmi les hommes, ceux qui sont les plus éloignés de la chose politique. Et quel reproche fait-il à ce qu'il appelle les savants ou les ulama? C'est la chose suivante. Et il dit, les ulama ont tendance, à partir de la réalité constatée, empirique de leur époque, et d'en faire une théorisation absolutisante. Et il dit, et pour quelle raison? C'est-à-dire qu'ils partent d'un certain nombre d'éléments. De par leur habitude à théoriser les phénomènes, ils sont immédiatement enclins
à regarder les régularités et par induction, comme disent les mathématiciens, par récurrence, ils vont avoir une tendance à dire ah ben ça se présente à KA, KB, KC, etc. Donc le cas n et n de puissance, ça doit être la même chose, j'ai généralisé. Et j'ai généralisé à partir de quoi? Il a généralisé à partir des cas constatés en Andalousie. Mais dit-il, ce monsieur, El-Barthélémous, il n'a pas du tout lu et regardé, ai-je raison? Oui. Est-ce qu'il n'a pas du tout regardé l'origine historique des dynasties dont il parle? Cette origine historique, elle résulte toujours de ce qu'il appelle le principe de l'incorporation, à Ta'sil. Le principe de l'incorporation, qu'est-ce que c'est? Alors, je n'aurai pas le temps ici de développer la théorie de l'Asabiyya, il nous reste 10 minutes. Mais la théorie de l'Asabiyya, elle aboutit au fait que l'État lui-même, en tant que réalité historique, est l'aboutissement, si vous voulez, à un rapport de force qui incorpore les entités sociales. Or, si vous regardez bien, et pour aller très vite, les États postcoloniaux ne sont pas résultat d'une incorporation de corps. La révolution industrielle et son rouleau compresseur a permis aux États qu'on a appelés États-nations, on se rend compte aujourd'hui avec l'Union européenne que ça a été une erreur historique des États-nations. L'Europe était unie par le latin, les États-nations l'ont divisé, et l'Europe aujourd'hui essaye de retrouver son unité antérieure aux États-nations, elle n'y arrive plus. 50% du budget de fonctionnement de l'Union européenne est dépensé dans l'interprétation et la traduction. Et une bonne partie des querelles de l'Union européenne sont dues à cela. Donc, je ferme la parenthèse. Mais ce concept de l'État-nation est historiquement né de ce rouleau compresseur de l'industrialisation qui a permis donc ce qu'on a dit tout à l'heure au XIXe siècle, cette incorporation par le biais de l'unification de l'industrie culturelle axiologique, c'est-à-dire en termes de valeur. Mais les États postcoloniaux, ils sont nés de quoi?